Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi à 9h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Qu'est-ce que c'était bien de redécouvrir la maison ABP. Cet atelier est un véritable fleuron national à mes yeux. Comme je dis toujours, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Comme chaque semaine, je remercie tous ceux qui prennent le temps de laisser une note 5 étoiles, un commentaire, un MP ou encore un follow sur Insta. Ça ne vous prend qu'une minute et ça aide beaucoup la chaîne à avancer et vous proposer des sujets toujours plus passionnants. Et là, une fois de plus, je vous gâte cette semaine avec un format un peu différent, un peu plus court, mais ô combien dense. Je suis sûr que vous allez adorer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires via la publication Insta de l'épisode ou en MP, au choix. Le format que je propose aujourd'hui répond à une forte demande de votre part, à savoir le décryptage de tendances et phénomènes horlogers, qu'ils soient passés, présents ou à venir. En effet, dans un environnement complexe, abreuvé d'informations de toutes sortes, où les fake news et les sachants autoproclamés pullulent, il est parfois difficile d'avoir une analyse tranchée et juste. Par conséquent, à travers ce format, je souhaite vous apporter un éclairage dispensé par de véritables professionnels du secteur. Aujourd'hui, c'est Alexandre Léger qui nous fait le plaisir de se prêter au jeu de cet échange passionnant, dont le sujet est la distribution horlogère. Description, évolution et perspective. Alexandre et moi en avons réalisé sur deux sujets complémentaires. Le deuxième, qui traitera du marché épineux de la seconde main, suivra vendredi prochain. Mais je sens que vous salivez déjà, alors je ne vous laisse pas attendre davantage et vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent. Et ça me tenait à cœur de vous proposer ça, un format dans lequel je vous propose d'analyser, de décortiquer un phénomène, un ou plusieurs phénomènes horlogers. Faire un focus quelque part pour vous permettre de mieux comprendre. Aujourd'hui, je choisis un sujet que je voudrais mettre en lumière, qui est tout simplement l'évolution de la distribution horlogère, comme vous avez pu le voir. Et qui de mieux qu'un expert pour un épisode comme celui-ci, mais pas n'importe lequel. Il est déjà venu récemment sur la chaîne. Vous avez vraiment adoré ses analyses, toujours tranchées et justes. Bonjour Alexandre. Bonjour Édouard. Donc Alexandre Léger, comme vous l'avez deviné, très certainement, c'est avec un grand plaisir que je te reçois aujourd'hui. C'est réciproque. Dans un épisode un peu différent, un format un peu différent. Ça te va comme programme ? Mais tout le programme me va bien. Avant d'aller plus loin dans cet échange, voici un point chiffré sur l'évolution de la production et de la distribution horlogère ces dernières années, histoire d'avoir quelques repères pour y voir plus clair. Mes principales sources sont France Éclat, l'INSEE, Trade Data Monitor et les douanes françaises. En 2022, la production horlogère française représente 381 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe, soit une très très belle progression de 12% par rapport à 2021. Elle signe même sa meilleure année depuis 20 ans, avec 78 millions de montres produites. Les années Covid avaient marqué un sévère coup de frein, mais tout cela est déjà du passé. Le commerce en ligne, quant à lui, a bondi de 27% en chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2021. Côté distribution physique, les bijouteries représentent 26% des ventes, mais toujours 56% en valeur. Selon France Éclat, en 2022, les montres de moins de 1000 euros représentent 99% des ventes. Donc, évidemment, les plus de 1000 euros représentent 1% des ventes en volume, mais tenez-vous bien, 42% des ventes en valeur. Intéressant, non ? Les gagnants de ces dernières années sont Rolex, Audemars Piguet, Cartier, Richard Mille et Breitling. Et une belle tendance qui se dégage sont les marques de niche, les indépendants en haute horlogerie qui se frayent quant à eux un chemin important et révèlent une véritable tendance de fond, à l'instar de Moser par exemple. Je voudrais savoir un petit peu, tu en parles de temps en temps quand tu passes sur certaines chaînes, etc., sur la distribution horlogère ces dernières années. Tu puisses me dire comment toi tu
Alors, je parle souvent des 5 dernières années parce que je trouve que beaucoup de choses ont changé depuis 5 ans. Comment tu vois ça, toi? Alors, les 5 dernières années, si tu veux, on va se dire que pour moi, il y a 2 et 3, c'est-à-dire les 2 dernières années où on est post-Covid et les 3 années où on est en plein dedans. Exactement. Donc, si tu veux prendre un peu plus large, tu mets 10, où là, on verrait un peu, sur 10. un peu plus large. Sur 10 ans, en fait, il y a un truc qui a complètement changé la distribution horlogère, ça s'appelle Internet. Et Internet et tous ses dérivés, c'est-à-dire Internet, les réseaux sociaux, les blogs, etc. En gros, tu étais un petit peu un loup solitaire quand tu voulais faire un achat dans les années, jusque dans les années 90-2000. Tu avais 1 ou 2 magazines qui étaient un peu dédiés à ça, mais finalement, dans la place, pas grand-chose, et encore pas forcément distribué partout, parce que tu sais, c'est le type de magazine que tu avais dans les salons des grands hôtels ou dans les salon Air France, etc., qui était réservé à une clientèle CSP+, parce que c'était les marques qui voulaient communiquer là-dessus, qui communiquaient, dans ces magazines-là, et donc ces magazines... C'était très institutionnel. Voilà, on servait la soupe, et donc, en fait, c'est la capacité à avoir des informations, et donc donner envie pour, au final, aller faire l'acte d'achat, c'était déjà très, très réduit dans les années 90-2000. 80-90. 2000, l'émergence des blogs, l'émergence d'Internet. On a plus de savoir. Tiens, je veux cette montre-là, il y a une boutique qui est là, la boutique en propre de la marque. Tiens, il y a un petit revendeur qui s'est battu pour l'avoir, etc. Bah tiens, il est en banlieue, il est en province, etc. Donc là, il y a plein de choses qui ont changé. L'émergence des forums aussi. L'émergence des forums. Alors, on va dire que encore un peu plus loin, 2010 et fin des années 2010, la possibilité d'acheter directement sur le site internet de la marque. Parce que avant, faut pas oublier, c'est pas si vieux que ça. C'est vrai. T'avais pas les prix, hein. Tu fais bien de le rappeler. Oui, en effet. Je suis un vieux con de 31 ans. C'était comme les menus dans les bons restaurants. Madame n'avait pas les prix. Mais madame n'avait jamais les prix. Il fallait surtout pas que madame aime le caviar. Mais blague à part, en fait, tu n'avais pas la possibilité d'avoir les prix. Tu ne savais pas forcément où la liste des revendeurs. Comme est-ce que tu pouvais y aller librement, sur rendez-vous, etc. Donc déjà, c'était très, très opaque. Ce qui a fait Internet, les réseaux sociaux, les blogs, tout cet univers du dématérialisé, en fait, finalement, a permis de matérialiser en fait l'acte d'achat. C'est assez paradoxal. C'est que plus tu avais des informations que tu n'avais pas accès avant, plus ça te donnait envie d'aller en boutique pour voir, pour toucher, pour acheter. Ouais. Donc ça, vraiment, on va dire, depuis les 10 dernières années, c'est vraiment, à mon humble avis, on va dire les années 2000-2010. Alors, on va dire que ça fait 20 ans, malheureusement. Putain, 20 ans. Je suis vraiment de plus en plus vieux. Tu vas mouchoir? Non, c'est plutôt un anti-ride. En gros, depuis 2000-2010, il y a eu une première grande vague avec la digitalisation. 2010 et jusqu'à la fin des années 2010, début des années 2020, Covid, c'était encore plus important, et la distribution online, etc. Et là, en fait, finalement, depuis le Covid, on a même su que des vendeurs qui étaient chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer vendaient même sur WhatsApp. Ce qu'on appelait au départ le click and mortar, c'est-à-dire tu as une boutique à l'origine, ou en tout cas un point de vente, et tu commences à digitaliser. Et là, je donnerai pas je ne veux pas dire ce qui se passe parce que je veux pas dévoiler certaines choses, mais en gros maintenant aujourd'hui on se rend compte que d'avoir une boutique physique, tu en avais besoin au bout de je vais dire des temporalités très larges, d'accord. Je ne fais pas une généralité. Par exemple, tu te dis, tiens, je vais lancer ma marque via un blog, via un forum, via Internet, via Insta, etc. Tu commences à grossir, tu as un peu des partenaires qui t'aident. C'est les 2-3 premières années. Et finalement, tu te dis, en fait, ça serait bien d'avoir un lieu pour accueillir les gens. Tu fais cette boutique-là qui coûte peut-être très cher, peut-être trop cher. Et là, je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à se dire, en fait, quitte à faire des événements ponctuels, ça me sera mieux et ça sera plus fédérateur pour une communauté que de se cogner une boutique à l'année longue avec des vendeurs, des salaires, etc. Et donc, je ne veux pas vendre la peau de l'ours, voilà. Je pense que là, ce que je vois depuis quelques mois, à des petites échelles, des petites marques, on va commencer à revenir sur du full digital. De la DNVB, concrètement. Voilà. Ou du digital plus des événements ponctuels. Je
je te rejoins complètement parce que on voit vraiment ce fameux engouement de gens qui sont partis en Kickstarter, qui ont lancé des marques, qui ont fait des trucs qui étaient plutôt sympas, mais qui ont calculé leur prix en faisant fi d'un canal de distribution. Alors leur canal de distribution, c'est Meta aussi, donc attention. Oui. Leur boutique, c'est Meta in fine. Mais maintenant, ils doivent avoir Meta plus une boutique ou un distributeur qui prend une part dont on sait les marges en général. Donc ils se retrouvent avec des produits qui vendaient, je dis n'importe quoi, 1500 ou 2000 euros. Mais la marge, il ne peut pas ajouter cette marge si le produit enfle de 15, 20, 30%. Et là, on arrive, je suis gentil, puisqu'on est quand même sur une marge en général au moins de 2,5-3 minimum sur une montre qui est vendue à un distributeur horloger. Ouais. C'est à peu près ça, je pense. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. On est tout à fait là-dedans. Donc cette fameuse marge, il va falloir la trouver quelque part. Donc on se rend compte que le modèle économique est mis à mal et certains font un pas en arrière et reviennent sur de la DNVB, c'est-à-dire sur du full digital, sur des pure players. Après, je pense qu'il y a des nouveaux acteurs qui n'étaient pas des acteurs de l'horlogerie et moi je me permets d'en parler en joaillerie parce que j'ai vu aussi ça parce que j'ai la double casquette. Il y a la double casquette, c'est vrai. En fait, ils ont eu besoin de connaître leur public, on en parlera tout à l'heure. Quel enchaînement formidable. Il vous fait du teasing, c'est formidable. En gros, je pense qu'ils ont eu besoin, ils étaient seuls en fait dans leur bureau, ils voyaient personne. Ils ont eu besoin de voir beaucoup de monde pour sentir les premières collections, les premiers retours clients parce qu'ils en avaient besoin. Et que là, finalement, comme ils ont assez de retours clients et que finalement, c'est pas ça qui va forcément déclencher l'acte d'achat. Parce que tu peux aller voir un objet, tu l'as dans les mains en boutique, c'est sympa, écoute, faut que j'en parle à ma femme, machin, et tu l'achètes depuis ton salon. Donc à un moment donné, quand tu te dis, j'ai une boutique qui me coûte X par an, et que finalement, je sais qu'il y a du trafic qui vient dans la boutique, je dis des bêtises complètement, j'ai 10 000 personnes qui viennent dans la boutique par an, et je sais qu'il y en a 50 qui achètent physiquement, mais 5 000 qui achètent digitalement. Est-ce que je continue à ouvrir pour 50 personnes ? Le prix de combien me coûte un loyer, les charges, etc., divisé par 50 objets vendus, est-ce que c'est viable ? Non. Ou certains ont adopté aussi le fait d'avoir, je parle vraiment des indépendants plutôt quand je parle de ça, mais avoir une boutique en propre, à Paris par exemple, et puis une boutique. Ça permet d'avoir... Pas forcément dans les mêmes quartiers, ça peut être des choses différentes. Ça, c'est plutôt sympa et plutôt intelligent. Et aujourd'hui, ils maîtrisent leur marge. Tu remarqueras, Edouard, aussi, c'est qu'il y a eu alors moi, je le trouve sympathique. Tu as dans le côté des indépendants, je reprends juste ce que tu viens de dire sur les indépendants, il y a eu un mouvement que je trouvais très agréable, moi, en tant que consommateur, c'est tu allais souvent dans les bureaux. Et dans les bureaux, tu avais une pièce dédiée à ça, façon showroom. Moi, ça m'a rappelé beaucoup tout ce qui était la joaillerie, tout ce qui était la haute couture à la grande époque, où tu voyais le bureau du designer à côté, tu voyais à la limite les liasses de tissu et on faisait faire les essayages aux gens directement sur eux. Et là, pareil, pour les montres, tu voyais les équipes de DA, tu voyais les gens qui les ont créés, le fondateur qui venait de dire bonjour. Exactement. Puis dans la pièce d'à côté, tu as juste besoin de 20 mètres carrés, si tu veux, un showroom sympa, un canapé, de table. Une ambiance, etc. Et finalement, c'était leur bureau. Et je trouve que ce côté intimiste, d'avoir un vrai lien entre le fondateur, celui qui a mis ses tripes, qui a mis son sang, sa sueur sur la table pour bosser et créer son produit, et qui vient te le montrer, qui vient te le présenter. Et ça, je trouvais que c'était à la limite plus sympathique, plus agréable et une expérience client beaucoup plus intéressante que donner, tiens, il y a 3 vendeurs dans une boutique. Ça, c'est mon... Tout à fait. C'est ce que font... avec brio les rabilleurs par exemple, c'est ce que fait aussi Alain Maric marche là dans sa boutique où il explique après qui a commencé comme ça, il y en a plein. Il y en a plein, je cite les deux parce que c'est les deux qui me viennent à l'esprit, mais il y en a plein d'autres. Et ça vient en plus se percuter à un moment justement où ça arrive à des prix où les gens ont envie de savoir à qui donnent leur argent, comme je dis à chaque fois, où en tout cas les groupes sont un petit peu sortis et sont un petit peu éloignés, on va en parler. C'est-à-dire que le lien entre les gros distributeurs et les grands groupes, il n'existe plus. Et alors après, je veux pas qu'on fasse ce qu'on disait tout à l'heure de bencaïsme en terrasse, c'est-à-dire que après il faut pas faire du faux storytelling, c'est-à-dire que on a aussi un peu trop idéalisé
le rapport qu'il y a pu y avoir il y a de nombreuses années, le lien entre une marque et son distributeur. Évidemment, on a ces images des représentants des très grandes maisons, des fondateurs de ces très grandes maisons. Moi, je suis passionné d'aviation et j'en ai retrouvé beaucoup où les mecs partaient avec leurs mallettes dans les Boeing, les premiers Boeing intercontinentaux, où tu les vois monter sur la passerelle avec la mallette, où tu sais qu'il y a 15 montres qui vont aller présenter à Rio, à New York, à Hong Kong. Ça vend du rêve. Et c'est vrai que c'est un peu le storytelling d'une marque en disant notre bon petit patron avec son imperméable et son chapeau allait faire le VRP de la boîte. Bah oui, mais parce que le VRP de la boîte à l'époque, le mieux, et parce qu'il n'y en avait pas d'autres, c'était le patron. Et il fallait incarner. Et il faut dire aussi que ce patron-là, c'était peut-être le fils du patron, le petit-fils du patron, et il allait voir son revendeur à l'autre bout de la planète. Ça faisait 3 générations aussi qui bossaient ensemble. D'où les collaborations avec les doubles signatures dans certaines maisons, etc. Donc, c'est des liens qui ont été très forts, mais attention, on parle d'épiphénomènes c'est 10, 20 trucs, pas plus. On a toujours tendance on a toujours tendance à refaire le match quand ça s'est passé et qu'on ne l'a pas connu surtout. Oui. On idéalise les années 60, 70, 80 pour beaucoup de gens qui n'ont pas connu. Attendez, c'était pas non plus que l'euphorie, des choses extraordinaires, etc. et que des gens pleins de bonne volonté. Non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que quand tu parlais aussi de le client final dans tout ça, le client, le rapport au client avec une boutique, etc. Moi, je trouve qu'il n'a pas forcément changé, puisque en fait, je pense que le client, même s'il était content ou pas content, il le disait pas. Aujourd'hui, maintenant, tu vas manger, et je vais pas revenir sur les discussions qu'on a eues en terrasse, mais aujourd'hui, on s'enregistre en terrasse. L'addition, s'il vous plaît, 4 fois. Non, mais blague à part, ce que je veux juste dire, c'est que aujourd'hui, cette relation client qu'on a vraiment complètement idéalisée, je pense que maintenant, on est dans un monde où tu vas manger des frites, tu dis, elles sont trop salées, elles sont trop poivrées, elles sont assez cuites, je mets une étoile ou je mets 5 étoiles, machin. Aujourd'hui, plus personne n'a l'idée de se dire je vais partir en vacances sans regarder si le resto a des étoiles, si ma location a des étoiles, le parc d'attractions, machin. C'est très polarisé en plus. Bon, aujourd'hui, voilà, et c'est souvent quand ça se passe mal qu'on le dit. Et c'est plutôt très mal et parfois très bien. Voilà. C'est plutôt très mal. Donc c'est les deux écarts sur l'échelle. Mais en fait, la relation client dans les années des années 30, 40, 50, 60, 70, 80, il n'y en avait pas. Je vais peut-être mettre un gros pavé dans la mare. Il n'y en avait pas. C'est vrai. Parce que, rappelez-vous une petite chose, quand vous achetiez il y a 2 choses dans l'horlogerie que les gens ne percutent pas. Il n'y a pas que des Parisiens ou il n'y a pas que des grands bourgeois de province qui allaient dans les grandes boutiques de province ou à l'international. Il y a des gens qui économisaient, qui se faisaient un plaisir, leur mariage, leur anniversaire. Ils montaient à la capitale, comme on disait. Tu as monté à la capitale, tu te faisais un cadeau, mais tu prenais ta montre, oh, elle est belle, oh là là, elle est belle, machin. Tu revenais chez toi. T'avais pris la flotte, t'avais bêché ton jardin un peu trop fort, etc. T'allais dans ton horloger de ta ville. Donc en fait, la relation client, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est résistant? C'est pas le mec qui te l'a vendu qui le savait, c'est le mec qui te l'a réparé. L'horlogerie, c'est un truc différent, c'est qu'il y a quelqu'un qui te le vend, qui n'est pas forcément celui qui te le suit tout au long de la vie de l'objet. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ceux qui étaient les meilleurs relais, ceux qui avaient vraiment la température de ça plaît pas, les problèmes qu'il y avait, c'était pas forcément les revendeurs, parce qu'ils n'étaient pas forcément horlogers derrière, mais souvent les petits horlogers de quartier. Il n'y a pas de remontée d'informations. Tu sais, on a la fameuse histoire bien connue, j'en parle de temps en temps, de Longines avec l'Ultrachron. Donc haute fréquence, des huiles différentes, et les montres étaient révisées chez les horlogers qui n'avaient pas l'info que les huiles n'étaient pas les mêmes parce que ça battait pas la même fréquence. Donc il y avait des problèmes sur les montres, des cadrans qui étaient tachés, etc. Parce que forcément l'information était poreuse et ne passait pas entre les deux finalement. Mais tout à l'heure, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis la France éternelle en voyant une Citroën DS dans les rues de Paris. Bon, et ce qui s'est passé, c'est exactement l'horloge. Quand les gens qui me connaissent savent ma passion pour l'horlogerie et l'automobile. C'est ce que je viens de t'expliquer, c'est exactement ce qui s'est passé pour Citroën dans les années 60, milieu des années 50. Fin 50, oui. 55, lancement de la DS. Tu dis à des gens, donc c'est pareil pour l'horlogerie quand tu as commencé à avoir des fois des quartz ou les hautes fréquences, etc. Tu leur dis, c'est un moteur.
Oui, mais tu répares pas la même chose entre une 2 chevaux et une Ferrari. Les sphères de DS. Et ben les premiers, quand ils ont eu des problèmes avec les sphères hydrauliques, les mecs ils s'amusaient à réparer des 2 chevaux depuis 48 en disant putain c'est vachement bien, c'est une toile, c'est 4 personnes sous un parapluie. Et là ils arrivent avec une station spatiale qui fuite partout, etc. Et en fait ce qui a sauvé Citroën, c'est de faire des remontées d'informations de la base. C'était pas au quai de Javel où le mec il était à Perpignan, il remontait quai de Javel en disant bonjour monsieur André Citroën, dans le pauvre il était mort depuis 30 ans. Bonjour, j'ai un petit problème. En fait, c'est le terrain près de chez toi qui donne plus d'informations que celui qui est dans les grandes villes ou à Paris. Et ça, beaucoup de gens l'ont oublié. Les marques ne veulent pas en parler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les marques ne veulent pas... Elles veulent pas faire comprendre et elles font volontairement oublier aux clients qu'avant, elles ne géraient pas tout. Et tu pouvais avoir la meilleure démontre possible, le meilleur mouvement, la meilleure réglage à l'usine. Si t'as un connard d'horloger qui te la loupe en révision, c'est foutu. Et le problème de ça, c'est que avant, aujourd'hui, maintenant, tu dis, oh, t'es sur ton clavier, qu'est-ce que c'est nul, c'est mal réglé, machin, les problèmes de SAV. Et là, tout le monde le savait. Sauf que quand t'allais dans une petite ville en disant, oh, la montre, elle marche pas. Enfin, si tu veux t'acheter une montre, tout, mais pas celle-là. C'est pas l'église, quoi. Tu sais, le café du commerce. Et le meilleur relais d'information aussi, le meilleur, tiens, écoute, je me suis acheté une Omega pour mon mariage. Écoute, depuis 20 ans, pas été réalisée, elle marche comme au premier jour du feu de Dieu. Et ben, ça, ces remontées d'informations-là, on a oublié que c'était ça. Parce que les gens qui sont dans les boîtes d'horlogerie ont occulté complètement ce canal, enfin ces canaux de distribution et de réparation. Est-ce que tu penses que depuis 5 ans, il y a une prise de conscience des groupes ou pas du tout ? Non. À dessein ? Ou parce qu'ils perdent pied ? Parce qu'il y a quand même ce feedback qui est quand même l'apanage des indépendants maintenant. Globalement, quand ils créent une montre, ils font des allers-retours. Encore une fois, on n'est pas en train de dresser un portrait manichéen, attention. Mais globalement, ce qui a fait la force des indépendants, c'est de dire je vais créer une montre, je vais faire ça te plaît pas, on fait des allers-retours, etc. Et le feedback, etc. Le problème, Edouard, c'est que ce que tu viens de dire sur les indépendants, c'est tu peux le redire sur plein d'autres domaines. Alors, je crois que ça va être à chaque fois, je vais reparler de l'automobile, mais c'est parce que on est vraiment très proche. C'est les deux domaines mécaniques où celui qui te la vend et celui qui te la répare sont pas forcément les mêmes. Quand tu achètes une voiture extrêmement pointue, extrêmement technologique, c'est pas forcément technologie informatique, hein, mais même à l'époque, qui était avec des réglages que si tu ne savais pas comment la régler, c'était un problème. Bah, en fait, tu t'adressais à la personne qui te l'avait vendu. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Si tu es un indépendant qui te fait un mouvement entièrement de manufacture, bah forcément que tu peux pas aller sur ton catalogue de pièces détachées quand tu es en horlogeur. Bonjour, je voudrais un barillet pour ETA 2482. T'es obligé d'aller voir à la source celui qui l'a fabriqué. Donc forcément que le lien, il ne peut pas se casser et le retour d'information, il est là. Après, les indépendants, je pense qu'ils l'ont fait exprès pour, certes, garder ce lien, avoir le feedback, mais je pense que le plus important pour eux, c'est pas pour l'objet qu'ils viennent de vendre, mais c'est pour le suivant. Oui. Enzo Ferrari, encore une fois, Enzo Ferrari, on lui demandait quel était votre modèle préféré, il répondait le prochain. Donc, c'est ça qui est important. Je pense que aujourd'hui, avec les données qu'on peut avoir compilées, etc., tout le monde te dit, mais d'une manière complètement faux cul, oh là non, mais vous savez, cher monsieur, nous allons créer des boutiques parce qu'il nous faut un retour client. Non, les enfants, c'est pas ça. C'est que vous voulez des adresses mail, vous voulez des adresses mail et vous voulez savoir, c'est monsieur, comment il vous appelez, monsieur Tartampion. Alors, monsieur Tartampion, il habite où? Telle adresse. Bon, c'est un homme qui a tel âge, pour lui envoyer une newsletter à chaque anniversaire, etc. En fait, vous voulez des données. Vous en avez rien à cirer pour savoir si la montre, elle lui convient, elle lui convient pas. Est-ce que s'il devait en racheter une, est-ce qu'il devait conseiller à son frère ou à son meilleur ami pour son mariage? Est-ce qu'il le ferait? Qu'est-ce qu'il changerait? Ils en ont rien à cirer. Ce qu'ils veulent, c'est proposer la future. Évidemment. Tu parles des indépendants qui ont des mouvements de manufacture, etc. Parlons également des indépendants qui sont sur une base Miyota, ETA, ce que tu veux, l'ajout Perret, ce que tu veux. Qui eux, je me fais l'avocat du diable volontairement, oui, je t'inquiète pas, ont cet intérêt, enfin,
leur projet, c'est leur bébé. Ils aiment leur vie, c'est ce projet-là. Ils veulent du feedback, évidemment, pour le prochain, comme tu l'as dit, mais aussi pour cette proximité, parce qu'ils ont compris. Parce que souvent, ce sont des gens issus du digital, ou en tout cas, souvent des gens qui sont beaucoup plus en affinité avec le digital. Edouard, je pense qu'un vrai horloger ne lance pas sa marque. Tu t'en connais beaucoup, toi, des horlogers qui ont lancé leur marque en post-2000? Oui, tu en as qui l'ont fait, mais parce qu'ils avaient déjà 20 ans de feedback et que en fait les mecs ils s'ennuyaient, ils étaient arrivés à ce que tu pouvais faire de mieux dans la structure dans laquelle tu travaillais à un instant T. Et que tu avais envie d'un peu de d'y lire. Maximilien qui fait MBF, quand tu as dirigé pendant je ne sais combien d'années le département grandes complications chez Jaeger, qui est, à mon humble avis, la meilleure période des grandes complications chez Jaeger, c'est fin, c'est beau, enfin, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. C'est clair, d'accord. Quand tu arrives à des gens de ce niveau-là, tu te dis, bon, bah, je dois rester dans les codes de Jaeger, je fais tout mon possible pour faire les meilleurs mouvements, et en plus je me fais plaisir, je fais des beaux mouvements. L'étape d'après, ils vont pas me laisser faire ce que je veux, je vais pas faire un cadran vert avec un verre bombé, etc. Je suis obligé de me détacher et de faire ma marque. Ouais. Mais parce que tu as 20 ans de métier, que ça fait 20 ans que tu connais, tiens, dans tel chalet, je peux aller chercher un spiral, dans tel chalet, je peux faire la boîte, dans tel chalet, je peux faire le verre. C'est un cas d'école en plus. C'est un cas d'école. Enfin, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc, évidemment que tu peux avoir des horlogers qui font ça. Mais un horloger qui est à peu près avec des neurones, c'est comme un garagiste. Il n'y a pas un garagiste qui lance sa marque. Il se dit, non mais attends, s'il y a la moindre boulon qui pète, il faut que j'aille récupérer le boulon, ils vont pas m'en donner un, il faut que j'en commande 500, machin. Oh là là, il faut que j'achète du stock, mais si j'ai pas d'argent, il y en a pas un qui le fait. C'est ça. En fait, et les gens, et j'ai rien contre les vendeurs de t-shirts à chaque fois, hein, vraiment, j'ai rien contre eux. Mais les gens se disent, tiens, je vais lancer une marque de montre. Ouais. C'est comme si je commandais 500 t-shirts à l'autre bout de la planète. Ils vont m'arriver dans un conteneur, emballé, c'est pesé. S'il y a un problème sur les mouvements que tu as cités de grandes séries des emboîteurs, il y a un problème. Il y a deux vis, on tire la couronne, on leur met dedans, emballé, c'est pesé. Et je te fais juste une aparté 2 secondes, et j'en reparlerai dans un autre podcast. L'échange standard des grandes maisons aujourd'hui, dans 5 à 10 ans, écoutez bien ce que je vous dis, vous le noterez dans 5 à 10 ans, va être une emmerde généralisée pour les montres vintage. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire des échanges standards de mouvements contemporains sur des montres anciennes, parce qu'on n'a pas envie de se faire suer à les réparer chez les marques. Donc on va se retrouver avec des boîtiers, des cadrans d'une époque, des mouvements beaucoup plus postérieurs, et les deux qui sont d'origine. Tu as des exemples précis là de trucs qui se sont passés Tu peux nous lâcher un truc les très grands groupes qui font... Il y a des très grands groupes. En fait, ils réemboîtent un mouvement dans une pièce. Ce qu'on appelle un échange standard. Un échange standard, comme on fait dans... tu sais, le parallèle de l'automobile. Et les mêmes, en fait... Sauf qu'il y a un problème, Edouard. C'est que dans l'automobile, il y a un truc qui excite les gens, ce qu'on appelle le matching number. C'est-à-dire qu'il faut que la carrosserie corresponde, le châssis correspond. Le problème, il y a 20 ans dans les voitures. Correspond au moteur, correspond à la boîte de vitesse, etc. Ouais. Sauf que là, l'horlogerie a une chance inouïe comparée à l'automobile. Où l'automobile, il y a une vraie traçabilité, on peut tout tracer, c'est facile. L'horlogerie, c'est caché. Donc, et comme les horlogers et les manufactures ne veulent pas donner, ils ont quasiment pas de service d'authentification, de certification, etc., machin. Voilà. Et ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un cadran et un boîtier d'époque avec un mouvement moderne, récent. Ouais. Mais ça sera le même puisque ça fait 20 ans qu'il a été en prod. Et ben, on se lave les mains. Et on veut plus s'embêter. Et on retrouve vraiment ce parallèle dans la bagnole. C'est bien que tu parles de ça. Moi, je travaille dans le domaine de l'auto, comme tu le sais. On retrouvait ça sur les échanges standards, sur des voitures où ça avait été fait à la hussarde. Tu sais, les voitures blacksonnées qui avaient rouillé, les peintures refaites sur des voitures où il fallait pas de peinture refaite. Sauf qu'on l'a dit. Sauf qu'on le voyait sans. Sauf qu'on l'a dit et ça se voyait. Voilà. Ce qui est vicieux et pernicieux dans l'horlogerie, c'est que comme c'est à 80% aujourd'hui, c'est des fonds vissés, tu ne le vois pas. Voilà. Et que le Vulgus Pecum ne l'ouvrira pas. Voilà. Donc tu écoutez vraiment ça. On commence avec quelques confrères à le voir. Et ça va poser un problème parce que si on n'a pas les papiers de révision, on va arriver à avoir un problème en disant, c'est comme les meubles, tout est bon, enfin toute la face c'est bonne, le plaquage est bon, mais à l'intérieur c'est du contreplaqué. Ouais.
Donc, on va recommencer à avoir comme de style et d'époque. On fera un podcast spécial pour les élèves commissaires-priseurs. Marqueterie et beaux objets. Mais en gros, c'est exactement, je fais un aparté très court entre le style et l'époque pour les meubles. T'as raison, il est intéressant le parallèle. D'époque, ça veut dire que tout est d'époque. Il peut y avoir des restaurations plus ou moins récentes, mais la structure, ce qui fait la valeur, ce qui fait l'objet en lui-même, c'est d'époque, avec les matériaux d'époque, les façons d'époque. Tout à fait. Versus le style, ça y ressemble, mais pas avec les matériaux d'époque, avec des nouveaux matériaux, avec des nouvelles techniques de fabrication. Des fameuses copies d'anciens. Voilà. Et là, ça va vraiment poser problème parce que on va tomber, je vais inventer peut-être un nouveau terme, mais on va rentrer dans du Frankenstein officiel. Bah, tu sais, je prends un exemple qui me saute aux yeux, là, j'ai entendu récemment. J'avais une Rolex Oyster Quartz. Alors, l'exemple vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il est intéressant. Et on me dit, on me dit, mais tu sais que un gars de chez Rolex, dont je tairai le nom, me dit, mais tu sais que les pièces maintenant, il y en a plus, et que si tu as un problème, on fait un échange standard. Oui. Bah, je vais pas donner les marques que je voilà. connaissais, mais et il me dit, par contre, en fait, maintenant, si tu as quoi que ce soit, comme Rolex fait une rétention de pièces et qu'il n'y en a pas pour cette montre-là, de toute façon, il faudra faire un échange, et un échange de mouvement, c'est le prix de ta montre concrètement. C'est un échange de mouvement. Est-ce qu'il refrappe les numéros? Ah non, mais bien sûr que non. Est-ce qu'ils te le mettent sur ta facture? Est-ce qu'ils te le mettent sur ton devis? Est-ce qu'ils te le mettent sur ta facture de révision? Évidemment. Ah, ils te mettent que c'est un mouvement neuf, je pense. Ah, ils vont te dire s'ils sont un peu fourbes que c'est un neuf de stock. Mais, est-ce que le mouvement était refrappé? Mais sûrement que non. Évidemment que non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je pense que j'ai mis à peu près 15 secondes à mettre une annonce de vente de ma montre, tu vois. Parce que, on arrive dans des montres qui ont 40 ans en quartz, ça commence à être critique sur des mouvements comme ça, même s'il est extrêmement fiable. Voilà. Enfin, c'est l'exemple vaut ce qu'il vaut, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on peut et en fait, malheureusement, je veux pas le donner d'exemple, c'est pas que je fais de la rétention d'informations, c'est que, voilà, je veux pas non plus affoler les gens, c'est pas les petites marques qui font ça. On parle voilà. Des géants. Un petit peu à l'instar de ce que j'ai cité. Non, mais c'est vrai. Il faut juste que tes auditeurs en soient conscients. On revient à la distribution. Donc, ce qui a changé sur 5 ans, alors ce qui n'a pas changé, parce qu'on a commencé par ce qui n'a pas changé, c'est finalement l'information qui ne remonte pas. Est-ce que tu vois des acteurs, justement, dans la distribution qui sont un peu plus malins que les autres là-dessus et qui ont tiré leur épingle du jeu ou pas du tout? Pas des gens. Les gens font avec ce qu'on leur donne, matériellement et intellectuellement. Si on leur dit une hiérarchie qui soit en interne ou en externe, parce que l'externe peut avoir énormément de pression, moi, Marc, je vous demande de faire ça, sinon je vous en retire l'agrément. Oui, Marc. On connaît des exemples de ça, on connaît plein de trucs. Tu fais quoi? Suffit que cette marque-là soit ta poule aux œufs d'or qui te permette d'éponger tous les trucs que tu vends pas à côté. Qu'est-ce que tu fais? Bah, t'écoutes. Bah, tu fermes ta gueule et t'écoutes. Voilà. Même si tu n'es pas d'accord avec tes valeurs de passionné, de machin. Enfin bref, tout ça. Ok. Et tu te retrouves dans des boutiques multimarques, que ça soit dans des très grands groupes qu'on peut avoir sur le boulevard Haussmann ou des boutiques indépendantes que tu peux avoir dans les quartiers chics de l'autre côté de la Seine. Bah, tu vois bien, ne serait-ce que même dans les vitrines, tu vois même dans l'organisation des vitrines, tu vois même de comment la répartition de la com sur les réseaux, par exemple, la répartition de la com qu'ils font dans les journaux. Tu vois bien que tu as 15 marques, mais c'est bizarre, c'est toujours une ou deux qui sont toujours mises en avant, et en dessous, tu as la fameuse ligne « Nous sommes revendeurs officiels de ta. » Une figure de proue, et tu as un vaisseau amiral, et tu as plein de marques derrière qui suivent. Je sais pas si tu es honnête, tu fais un turnover d'une manière honnête, et tu as 15 marques, si tu fais 15 pubs différentes. Tu fais pas 15 fois la même pub avec la même marque, et en mettant les autres en dessous. Moi, je suis patron d'une marque où je vois que mon distributeur ne me met jamais en avant, je lui retire. Et ça, effectivement, ces marques-là dont on parle en filigrane constituent, c'est les 20-80, quoi.
Bah, Si tu en veux. fait, En volume, il s'est constitue passé, 80%. j'attends avec impatience et un peu, parce que je suis pas un méchant garçon, inquiétude pour certains revendeurs, l'attitude que va avoir Rolex avec l'achat de Bucherer, est-ce qu'ils vont continuer à être cool avec certains de leurs distributeurs historiques maintenant qu'ils ont Bucherer? Mais faut pas, ce que tu disais 80-20, c'est que oui, il y a certaines marques qui représentent 80% d'un chiffre d'affaires, en plus, c'est pernicieux dans l'horlogerie puisque c'est des groupes. C'est-à-dire que pour avoir une marque qui fonctionne bien d'un grand groupe, tu es obligé de te taper les 3 ou 4 boulets que personne derrière. personne ne veut. C'est pareil. Hein. Que personne ne veut. Et donc, comme tu as, on va dire, 3 4 grands groupes horlogers, luxe, voilà. 4, on va dire. Dans lesquels tu as une, voire 2 têtes de pont à chaque fois et une myriade de petites choses à côté. Je vous invite à regarder les bilans annuels de ces grands groupes d'Afrique du Sud et autres, et vous verrez bien que vous verrez bien la proportion que certaines marques ont dans ces groupes. C'est-à-dire que, et je vais même aller plus loin, les fameuses vaches à lait. C'est-à-dire que vous avez des marques qui sont dépendantes d'un ou deux modèles ou d'une collection. Donc ça veut même pas dire que c'est la marque qui porte un groupe. Des fois, c'est 2, 3, 5 modèles qui portent un groupe entier. Bien sûr. Bah oui. Donc non mais faut que les gens se rendent compte que quand tu regardes une vitrine, tu te dis waouh, il y a 100 références. Et sur les 100 références, il y en a 5 qui font bouffer le mec. Toi, tu dis 85, tu dis 80-20. Moi, il y a tu sais, à un moment donné, et c'est reparti, j'ai encore passé pour le vieux con. Non, mais là, je trouve que les revendeurs et les marques ont fait quelque chose d'un peu plus fin. C'est-à-dire que pendant des années, en fait, il n'y avait pas forcément, à mon humble avis, hein, je peux me tromper, il n'y avait pas forcément de turnover dans les boutiques. Donc en fait, la même collection qui était relativement les modèles classiques. Ça bougeait beaucoup moins, il y avait moins la fast fashion un peu de l'horlogerie. Voilà. Tu as raison. Tu avais en fait la montre classique, 3 aiguilles, cadran gris clair avec bracelet noir. Elle bougeait pas pendant 2, 3, 5 la Sud. Pendant 2, 3, 5 ans. Pareil. Non mais quand tu rentres dans une boutique où tu voyais dans la vitrine, c'est des modèles iconiques qui ne se vendaient des fois pas. Et qui restaient. Et en fait, ça me rappelle, ça toujours cette anecdote d'Olga Berluti qui avait laissé des chaussures en vitrine la nuit et que de noir, elles sont passées à marron, etc. Coloré, ouais. Bah, dans certaines boutiques, on savait que les montres, elles étaient restées tellement 2, 3, 4 ans en fonction, et je vous jure que c'est pas une blague, en fonction de comment la boutique était mise dans la rue par rapport au soleil qui tapait dans la boutique. Mais j'ai vu ça. Non, mais je déconne pas. Hein. Il y avait des changements de couleur de cadran. Et en plus, tu avais raison. Nous, c'est ce qu'on appelle des montres gommées. C'est-à-dire que les montres, elles étaient sèches, les huiles sèches, etc. Remises chaque matin, ressorties chaque soir. C'était plein ouest ou plein sud. Elles se prenaient le soleil en exposition toute la journée. En plus, avec l'effet de serre. Ouais. Et on voyait, de toute façon, il n'était pas rare de voir les montres qui étaient marquées dans des marques comme Omega Rolex, pour ne citer qu'elles, parce que c'est généralement ce genre de choses aussi. Ça remet en contexte et ça remet en opposition à la vente de maintenant, où tu voyais une Speed qui était de 73 et qui était avec des papiers de marqués de 75 ou 76. C'était pas rare de voir des années comme ça d'écart. Patek, ça a été le pire. Patek, moi j'ai eu dans les mains, mes mains à moi, produites en 46, vendues en 64. Oh, putain. Mais une Calatrava à la con, enfin un truc simple, 33 mm hors norme, machin, etc. Des trucs cons. Mais parce que des fois ça se vendait pas. 96, des choses comme ça, tu veux dire qui bougeaient pas. Non, mais ça bougeait pas. On se rendait pas compte. Et puis plus c'était le petit vieil horloger qui avait ça, et puis il a perdu la licence, et puis finalement il la retire de la vitrine, et puis le jour où il part en retraite ou il liquide, tiens, je vais me faire des sous. C'est ça la distribution et les doigts. Hein. On parle de vache à lait implicitement, hein, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que il est parfois facile de taper quand le Swatch Group a sorti ces fameuses Swatch, Swatch, etc. C'est un formidable moyen pour eux, finalement, de redonner un petit peu de réinjecter de l'argent dans un groupe où 80% des marques perdent de l'argent.
ou dans le meilleur des cas sont étales. Et je suis gentil, hein. Donc, C'est aujourd'hui, et le problème de la remontée d'informations, comme on parlait tout à l'heure, et Dieu sait si j'aime bien Breguet, quand par exemple Breguet sort la Type 20 avec un mouvement automatique très épaisse, avec une date qui n'a ni fait, enfin qui n'a pas lieu d'être là, etc., alors qu'ils savent très bien qu'ils pourraient le faire, alors excuse-moi du mot, mais le tombereau de merde qui se sont pris dans la gueule le lendemain de la présentation de la montre, c'était d'une violence rare, mais rare, comme j'ai rarement vu dans l'horlogerie, hein, rarement vu dans l'horlogerie. ils sont Là, traités. mais je me demande à un moment donné, en fait, pourquoi vous arrêtez pas de dire je veux des boutiques, je veux avoir un retour client, etc. Je ne sais pas. C'est bizarre, j'ai l'impression de faire un podcast plus sur l'automobile que sur l'horlogerie. Mais en gros, tu fais un proto, tu dis, bon, j'ai les 10, soi-disant, vous avez les data, vous avez les données, ok. Alors, qui sont je dis une connerie, 20 plus grands clients de Type 20 de ces dernières années? 50 clients. Bon, je les ai, puisqu'ils sont venus en boutique, Évidemment. ils ont leur mail, machin. Évidemment. Tu leur fais un event à la marque, tu leur fais les vitrines avec Emmanuel Breguet, Place Vendôme, etc. Tu leur dis, bon, pas de photos. J'ai fait des trucs Déjà, presse. tu vas fidéliser ces 50 clients. J'ai fait des trucs presse, donc je sais ce que c'est. Tu prends ton téléphone, tu le mets dans une caisse, tu ne rentres dans une pièce où tu ne peux pas faire de photos, et on te montre 2-3 protos en disant, bon voilà, messieurs, mesdames, voilà. Nous allons probablement lancer une montre. On sait que vous êtes acheteur du modèle précédent, il y a 1 an, 6 mois, 3 ans. Voilà quelques prototypes. Si vous étiez acheteur, laquelle vous plairait le plus? Ma main a coupé qu'ils l'ont pas fait. Ma main a coupé qu'ils l'ont pas fait. Et il y a plein de marques qui se disent, ah bah tiens, je vais faire un cadran vert. Ah bah tiens, je vais faire telle complication. Ah bah tiens, Mais en fait, Edouard, si ça plaisait tellement aux gens, bah normalement, le jour du lancement, il devrait y avoir la queue. Il devrait y avoir la queue dans les boutiques. Pour reprendre cet exemple de la Type 20, en plus, c'est un modèle qui est quand même un modèle assez geek. C'est-à-dire, c'est un truc, quand même, il s'adresse à des gens. C'est un truc de pointu taré. De pointu taré, t'as raison. Donc, si tu veux, t'as pas le droit de te tromper sur un truc comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout que, malheureusement, et Dieu sait vraiment que j'aime beaucoup cette marque, hein, Emmanuel Breguet est extrêmement sympathique et compétent. Bien sûr. À part la Marie-Antoinette, à part 2-3 montres un peu iconiques, peut-être la Marine et encore, la seule montre iconique de chez Breguet, c'est la Type 20. Et tu te plantes. Quand on parle du retour client... C'est un bel exemple. C'est vraiment, tu vois, le retour de la base. Tu vois, et ben tout ça, par exemple, tu vois, quand tu sais que le cahier des charges d'une Type 20, c'est des militaires qui l'ont fait parce qu'il y a un vrai retour. Tiens, je suis dans mon zinc à 300 km/h, 500 km/h, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une retour flyback, etc. Avec la FXD, avec la Marine nationale, mais quand ils ont ressorti cette montre. Parce qu'ils ont demandé aux utilisateurs finaux. Voilà. C'est tout, c'est quand même pas compliqué. Bah, il me faut un truc NATO. Ah bon? Bah, si le NATO il pète, on fait comment? Bah, on va vous faire des anses soudées. Ah bah oui, parce que s'il y en a une des anses qui pète, saute ça tient. Comme ça. Bah, en fait, ça a été fait pour des profs. Comme on dit en droit. Exactement. Pour les professionnels, par des professionnels. C'est en fait les montres techniques, c'est ce qu'il y a, je pense, les montres techniques qui ont été commandées par des corps d'armée, c'est les montres qui sont le plus proches de la demande d'un client. Alors là, c'est un client institutionnel, armé, etc. Mais en fait, les montres liées à l'armée sont vraiment les montres qui répondent au plus à des cahiers des charges, à une attente d'un consommateur final. Toutes les autres montres, à mon humble avis, ne répondent qu'à des envies de design, à des envies à des besoins ou autres, à faire plaisir à une clientèle. Mais réellement. Et les plus grands succès, en effet, tu as raison, sont des montres qui ont répondu à des cahiers des charges précis, chez Blancpain, chez ZRC, chez Universal, chez Rolex à une époque, etc. Enfin, avec la Comex, ils ont fait des choses extraordinaires. Et toutes ces montres qui ont traversé le temps, qui sont iconiques, qui sont bien pensées, et qui aujourd'hui sont plébiscitées. Mais les montres qui ont été faites juste uniquement par souci d'esthétique ont souvent de graves erreurs. Et celles-ci ont beaucoup plus de mal à traverser le temps. Le problème, c'est que comme on les réédite 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans après, où tu reprends le même designer qui va poursuivre son œuvre, j'aurais fait ça à l'époque si j'avais eu la possibilité d'avoir tel outil technique, dans telle ambiance, etc. Donc tu prends le père et tu lui fais évoluer son modèle, ce que a fait un peu Genta. Oui, Genta, il reconnaît, je crois que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je ne veux pas dire une bêtise, mais il reconnaissait pas trop les offshore. Il disait, mais c'est pas mes montres.
Moi, je les ai pas conçues comme ça. Oui, c'est pas lui. Donc voilà, c'est pas lui. Et elles avaient juste 20 ans d'écart. Hein. C'est quand même pas fou. C'est juste une génération. Et ça change beaucoup. Donc moi, je pense que quand tu as le père ou la mère, hein, évidemment, d'un objet et que 5 ans, 10 ans, 15 ans après, tu dis bah si aujourd'hui tu devais le refaire avec les contraintes d'aujourd'hui, en le recontextualisant, qu'est-ce que tu ferais? Ah bah tiens, je ferais 2 mm plus large, je ferais avec ça, avec tel. Là, je pense qu'il y a une légitimité. Mais si tu demandes à des gens qui n'ont pas connu le produit, qui finalement étaient sur autre chose qu'il y a encore 6 mois avant, qui sont pas imprégnés de la marque, qui ne connaissent pas le modèle, qui ne connaissent pas l'historique, qui se sont pas baignés dans l'histoire de l'objet. L'historicité de tout ça en fait. Le problème, c'est que tu t'adresses pas à eux, tu t'adresses à un client final qui lui, cet historique-là, il le connaît peut-être même mieux que les gens qui vont la concevoir. Et les deux réalités se confrontent, se percutent, et il se passe ce qu'on a pu voir sur des lancements, encore plus récemment avec la 50 Fathom. Où là, il y a eu des problèmes de marketing, mais ça, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Il n'y a pas eu que des problèmes de marketing, mais il y a un peu les deux. Mais oui, voilà, c'est un gloubi-boulga d'erreurs qui font à la fin un pétard mouillé, selon moi, mais c'est mon interprétation. Tu crois que la distribution demain, ça sera du phygital, du full web? Qu'est-ce qui peut être la réponse, à ton avis, la plus adaptée de la part de ces groupes, de ces distributeurs concrètement? Réellement, je pense qu'on arrive à un point de stabilisation où va y avoir les deux qui vont perdurer en parallèle et en commun. En parallèle, c'est-à-dire que tu vas avoir des boutiques physiques et tu vas avoir Internet. Donc une complémentarité, tu veux dire? Et à un moment donné, ces lignes droites vont se croiser. Parce que ce que tu aurais vu en boutique, tu vas l'acheter sur Internet. Et ce que tu as vu sur Internet, tu vas l'acheter en boutique. Donc en fait, l'acte d'achat, de dire je suis dans une boutique avec maman à côté de toi, tiens, ça me plaît, allez chérie, je te l'offre pour ton anniversaire. Clique la carte bleue. Physiquement, ça existera toujours. Mais parce que tu l'as peut-être vu dans un magazine ou sur Internet. Et inversement, tu étais dans la boutique, puis tu dis non, je vais réfléchir, et 2 jours après, avec ton téléphone, 2 clics sur le bouton de gauche, et hop, tu vas pouvoir l'acheter en direct. Tu vas l'acheter directement sur ton téléphone, pardon. Donc pour moi, c'est 2 canaux qui vont perdurer en parallèle et qui de toute façon ont besoin de se croiser. Après, est-ce qu'il y a une autre chose qui va émerger? Je pense que je vais faire sourire tes auditeurs, mais je pense que les réunions de Tupperware, ça va pas exister dans l'horlogerie ou dans le bijou. Je me vois mal un représentant Rolex aller chez quelqu'un. Bonjour, j'ai la nouvelle collection de plongeuses. Je pense que ça, tu vois, ça n'existera jamais. Bon, est-ce que dans les salons horlogers où on présente les nouveautés et comme il y en a de moins en moins et comme les groupes peuvent pas arriver à s'entendre pour pouvoir faire des choses sympathiques et cohérentes. Je pense que le côté avant, t'allais comme au salon de l'auto, acheter ta voiture, je pense que ça n'existera plus d'aller au salon de montres, d'un regroupement de plusieurs marques. Alors, nuance, je pense que ça se fera pour les salons d'indépendants, comme ça s'est fait il y a quelques jours à Paris, là où tu peux pas les avoir en physique parce que c'est des petites marques qui viennent de se lancer. Là, ça a son sens, mais je pense que dans les grandes maisons établies, respectées, façon salon de l'auto, quoi. Voilà, façon Baselworld comme il y avait avant pour les vieux, encore une fois. Ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Ça existera pour les petits indépendants, comme je viens de te dire. Voilà. Après, qu'est-ce que les horlogers, qu'est-ce que les gens dans l'horlogerie, peuvent inventer pour faire un nouveau canal ou des nouveaux canaux de distribution? Je pense qu'on arrive on arrive au bout. Tu te mets, par exemple, on va parler après du vintage, mais et encore du vintage, non, parce que sur Chrono 24, tu as aussi du moderne. Tu peux essayer une montre en 3D. Tu peux la mettre en réalité virtuelle. Donc, mais je pense que à la réalité virtuelle, tu te rends pas compte si la montre, elle fait 25 grammes ou elle en fait 150. Donc, c'est une étape intermédiaire entre full digital et j'ai besoin d'essayer la montre physiquement. Tiens, je l'essaye en me mettant la main comme ça. Oh, ça me va bien au poignet. Mais finalement, tu as quand même besoin d'aller en boutique.
Je, je pense que les deux extrêmes, Internet pur et boutique pure, resteront. Peut-être qu'il y a des choses à inventer entre les deux. Voilà. Un petit peu à la façon d'un click and collect, en fait, si tu veux. Là où certains distributeurs sont intelligents, revendeurs, c'est que tu vas commencer à regarder sur le site institutionnel, tu vas te rapprocher de celui qui est le plus près, tu vas quand même avoir ce besoin d'essayer, parce que dans l'horlogerie, on est quand même dans le domaine de l'émotion d'un produit qui n'a pas de sens aujourd'hui concrètement. C'est juste un produit de plaisir. On n'a pas besoin d'une montre. Non. Donc on veut essayer, on va voir si ça va avec son poignet, etc. Et les gens le comprennent de plus en plus. Moi, je le martèle tout le temps. Et derrière, tu peux après te rapprocher et finalement l'acheter localement, comme à l'inverse, comme tu disais. Mais commencer par ce point-là. Edouard, tu me racontais tout à l'heure en terrasse que tu as eu une expérience dans une boutique pour acheter ou pour essayer un objet. Si tu es un bon vendeur et que toi, dans ta tête, en tant qu'acheteur, tu es prêt à faire un acte d'achat, que tu hésites entre 2 ou 3 modèles, un bon vendeur passionné va t'expliquer, va te convaincre. Alors que ça soit 2 modèles, j'hésite entre le cadran blanc et le cadran noir, ou j'hésite sur, au même prix, une montre en or ronde versus un gros chrono en acier. Tu as, je pense, besoin, c'est pas un chat qui te répond sur Internet qui te comprend, qui peut te comprendre, c'est quelqu'un qui a 2, 3, 5, 10 ans de métier de vente, de passion pour te conseiller. Est-ce que monsieur, vous avez déjà une montre de ville? Oui. Ah, bah alors, dans ces cas-là, mettez le truc de sport. Est-ce que vous avez telle couleur? Là, évidemment, là, il y a une valeur ajoutée du physique. D'accord? À mon humble avis, hein. Il y a une valeur ajoutée du physique. Et je pense que les gens seront même à la limite prêts à payer un prix peut-être le même ou plus important de service. Pour avoir un vrai service. Éviter de se dire, bah tiens, si je joue avec les douanes ou si je joue avec les exportations, j'ai gagné 14,32 € de frais d'exportation depuis un pays. Ces gens-là, tu ne les verras pas en boutique dans tous les cas. Donc, ou en tout cas, pour acheter. Et de toute façon, c'est pas des gens passionnés pour moi. Ce ne sont pas des gens passionnés, puis ce sont des gens qui cherchent le prix. Après, il y a 1000 façons de s'y intéresser. Oui. Mais ce ne sont pas des gens qui, de toute façon, achèteront en boutique et qui seront preneurs de l'expérience utilisateur. Oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Pour terminer sur ce chapitre que je trouve très intéressant, et on pourra continuer à en parler si vous voulez sur le Finasta, on parlait de cette perte de lien avec la perte de traçabilité, etc. C'est là que effectivement, et tu le sais bien, via Bucherer, via Pre-Owned de chez Rolex, etc., il y a quand même des coups de maître qui ont été faits par... ils sont quand même bons là-dessus, il n'y a pas à dire, on peut pas dire, hein, si les mecs sont super bons. Le marché de l'occasion, pour vous donner un ordre d'idée, alors selon les sources, c'est entre 5 et 7 fois, représente 5 et 7 fois le marché du neuf, ce qui est quand même incroyable. Et c'est un marché que les marques ne se sont pas appropriés depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que ça part dans la nature, on ne sait pas, et la Rolex d'occasion était vendue par un distributeur connu, moins connu, vrai, fausse, frankensteinisé, etc. On ne sait pas, révision hors. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a comme piste? Est-ce que tu penses que des pistes comme les NFT, de la blockchain, donc du certificat, watch certificate, etc., c'est des choses intéressantes ou plutôt, effectivement, la piste de pre-owned de chez Rolex, par exemple, ou ce qu'ils ont fait avec leur réseau, ce qu'ils veulent faire avec Bucherer? Comment tu vois ça, justement, pour arriver à garder le lien par rapport aux marques? Alors, je vais essayer d'être impartial, puisque tu as cité des choses où j'ai participé à la création ou à l'émergence de certaines choses. Je vais donc être impartial. Ça dépend qui tu as derrière. C'est-à-dire, quand tu fais de la seconde main, tu t'engages en fait sur ta légitimité, sur ton sérieux, sur ton savoir-faire, et je dirais même malheureusement heureusement sur ton savoir-être, qui tu es vraiment pour pouvoir dire c'est bon, c'est pas bon, si tu es t'es légitime ou pas, jusqu'à quel point c'est bon, jusqu'à quel point c'est pas bon. Donc en fait, derrière, il y aura toujours un humain pour te certifier ta montre. Donc ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, c'est dans quel format ce certificat est réalisé. Certificat papier, certificat NFT, PDF, quelles sont les sécurités. Les supports qu'on va utiliser. Voilà, le support et ce support, quelle est sa sécurité, quelle est la légitimité de ce certificat.
Qu'est-ce qui te permet de faire? Est-ce que derrière, tu peux assurer parce que c'est un expert reconnu, agréé, qui te l'a signé? C'est des choses qui sont pour l'instant pour moi balbutiantes et qui en fait ne concernent quasiment que très peu de monde. D'accord? Aujourd'hui, ce qui rassure les gens majoritairement, c'est le full set boîte papier, parce qu'on parle de papier et de crin d'origine. Parce que même les gens ne savent pas que c'est pas parce que moi, devant moi, j'ai un set qu'il est d'origine. Il peut être reconstitué. Je suis l'un des seuls experts, si ce n'est le seul expert en France, à écrire un écrin d'origine quand je suis sûr que c'est son écrin d'origine, ou un écrin d'époque. C'est-à-dire que, oui, c'est bien de la marque, mais ce n'était pas le sien. C'est pas né avec la marque. Ou c'est pas forcément le sien. Ou voilà. Donc, je suis très précis là-dessus. Tout le monde peut aller vérifier les ventes que je fais. Là-dessus, je suis très pointu. Ensuite, les papiers. Les papiers d'origine, en fait. Je sais qu'il y a eu du faux et du faux punché. Les papiers d'origine, les 2/3 du temps, n'oubliez pas qu'une montre, que ça soit une montre d'homme ou une montre de femme, c'est des cadeaux. Donc on ne met pas forcément le nom, on ne met pas forcément la date. Donc ce qui reste à 90% des cas, c'est forcément que vous avez un numéro de série et un numéro de référence. Le reste, vous ne savez pas si ça a été vendu à Monsieur Tartampion ou ça comment. Comme les extraits d'archives, etc. Et nos amis transalpins ont eu des imprimantes d'une qualité formidable pendant des années. Je n'en parle pas plus. Bon. Donc, en fait, de se dire, je me rassure en tant que consommateur de seconde main avec boîte et papier, or qu'on sait très bien que et les boîtes et les papiers peuvent être reconstitués. Bien sûr. Pour moi, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qui a dit cette montre est bonne. Donc repasser par la case de la marque, sûrement. Mais avec du mais. Mais est-ce que les marques ont toutes les archives? Exact. C'est pour ça que j'ai mis un mais tout de suite. Je commence à te connaître. Est-ce que les marques ont leurs archives? Et puis est-ce que moi je veux bien jouer un petit jeu. J'ai posé la question aux gens de chez Bucherer à Paris qui sont fort sympathiques. J'ai dit, écoutez, s'il y a eu un échange standard de cadran parce que la montre a pris l'eau lors d'une révision, vous aviez un cadran gris, maintenant vous avez un cadran bleu. Vous me certifiez la montre comme quoi? Bonne? Pas bonne? Changée? Voilà. Est-ce que vous avez les archives? Est-ce que vous avez vos papiers? Est-ce que à l'usine, est-ce qu'en sortie d'usine, vous avez la couleur du cadran? Est-ce que dans les papiers à l'usine, vous savez qu'il y a eu une intervention en juin 87 d'un changement d'un silver en bleu rayonnant? Allô? Et j'ai pas eu de réponse. Donc, pour moi, même de dire que, et je l'ai toujours dit, je le martèle à chaque fois pour que ça rentre dans le crâne des gens, aucune montre qui a, à part si elle est sous blister, si elle a 10 ans ou 5 ans, si elle a été ouverte par un horloger, qu'on l'a nettoyée, qu'on a mis des huiles dedans, on ne peut pas dire que la montre est comme à la sortie d'usine. On ne peut pas savoir si les pièces, puisque des fois c'est des pièces standards, surtout sur des mouvements qui sont de grandes séries, qui se partagent entre des grands groupes, on ne peut pas savoir si c'est la roue des secondes d'époque, on ne sait pas si le balancier c'est d'époque, etc. On ne peut pas savoir. Il n'était pas rare chez Rolex, par exemple, qu'une montre qui était sortie début des années 70 fasse une révision mi-75, enfin en 75-80. On remettait ou un cadran. Alors, cadran de service, on peut le savoir, mais un jeu d'aiguilles, des choses comme ça qui étaient encore au tritium. Mais un bracelet. Et un bracelet. Moi, les bracelets, c'est genre. T'as les codes années quand même. Oui, mais justement, tu le vois. T'as les codes bracelets, tu le vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un jeu d'aiguilles, une roue, comme tu dis, certaines choses, une couronne et machin, ce qui me dit c'est 100% d'origine, ça n'est pas vrai. Alors après, Edouard, on va rentrer dans des considérations de gens qui sont un peu des psychopathes, et vous inquiétez pas, moi aussi je me soigne. Tu préfères une Submariner qui n'a pas été touchée, qui est toujours restée dans un coffre de banque depuis 20 ans et qui n'a pas finalement une histoire mais son cadran d'origine,
ou alors comme j'ai eu la chance de vendre une Submariner où le cadran était de service, sauf que j'avais les palmes, les livrets de la DRAC, le mec a été chercher des amphores à 200 mètres de fond avec sa montre. Effectivement, les aiguilles et le cadran sont changés parce que sinon le mec à 100 mètres de fond, il était mort. C'est un parfait exemple. Est-ce qu'on préfère quoi? Une capsule temporelle qui n'a pas d'histoire ou quelque chose qui a été modifié avec un usage mais une histoire? Et chacun voit midi à sa porte. J'ai pas dit que je préfère l'un ou l'autre, hein, c'est pas la question. Tu les opposes, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, il y a l'école de ceux qui veulent que ça soit full origine, sachant que c'est une quête perdue d'avance parce que c'est jamais full origine, pour moi. Ne serait-ce que les joints et les huiles, de toute façon. C'est comme si une bagnole, tu disais une voiture qui a 60 ans, full origine. Non, mais non. Les pneus, l'huile, la boîte. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors une montre qui a du vécu, des cicatrices quelque part, comme je dis, et une patine. Voilà. Moi, j'ai toujours préféré ça. Après, quand tu me dis les labels, les certificats, etc., je rappelle pour la 1 milliardième fois, un certificat vaut à l'instant T de sa création. C'est-à-dire que moi, quand je mets, par exemple, dans les condition reports les rapports de conditions, des ventes aux enchères dans lesquelles je participe, maintenant, je suis le seul expert en France à intégrer ce rapport de conditions dans les fiches et donc opposable dans le PV, le procès verbal d'une vente aux enchères, qui apparaît également sur votre bordereau, qui est donc votre certificat. Bon. La montre fonctionne, machin, lors de l'expertise. Et toute la phrase qui va avant, très bon état, rayure d'usage, machin, bracelet distendu, lors de l'expertise, la montre fonctionne. C'est à l'instant T. Si 2 secondes après que vous ayez acheté la montre et payé, vous prenez un trottoir sur Paris et que vous me la rayez sur 5 mètres et que le verre est défoncé, etc., le certificat, il y a quelqu'un qui va dire, je comprends pas, il y a un certificat, il y a écrit très bon état, le verre est rayé, on croirait qu'ils ont joué à je sais pas quoi avec. Donc les certificats, ils s'entendent à l'instant T de l'achat. Non, pardon, excuse-moi. Les certificats s'entendent à l'instant T de leur établissement, quand ils ont été créés. Donc, si la montre, il y a eu de la modification derrière, etc., je ne sais pas. Donc, tous ces certificats, qu'ils soient NFT, pas NFT, blockchain, pas blockchain, etc., honnêtement, pour moi, tout ça, et j'ai participé à la création de certaines choses où j'avais déjà dit les limites, qu'on pouvait avoir, mais parce que les gens ont une idée qui était louable, mais l'aboutissement de l'idée n'était pas forcément faisable et compréhensible. Et surtout, ça dépend par qui il le fait, surtout quand tu es jugé parti. C'est pour ça que j'ai dit non, j'ai arrêté, parce que on peut pas être jugé parti. Ça aussi, c'est un problème. T'es jugé parti. La marque, est-ce qu'elle doit tout te dire? Est-ce qu'elle va tout te dire? Jusqu'où elle va te dire les choses? Quel intérêt elle a à aller jusqu'à ce degré d'information? Est-ce qu'elle ne tire pas une balle dans le pied en divulguant certaines informations? Enfin, il y a tout. En fait, ou alors, dans ces cas-là, tu sélectionnes. Ouais. Je te propose qu'on aille plus loin dans un autre épisode. On va s'arrêter là pour l'instant parce que je pense qu'on a fait un petit premier bon tour et on va aller un petit peu plus loin dans la partie marché seconde main dans un prochain épisode. Merci Alexandre pour le temps. Je t'en prie, Edouard. On aurait pu aller encore plus loin, mais on va le faire tout de suite. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Ce n'est pas l'esprit qui fait les opinions, c'est le cœur. Montesquieu. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain 9h, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao!